Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI pour la présidentielle d'octobre, il a été désigné vendredi lors du congrès du parti. Les hommes des médias en formation Centrafrique dans le cadre des prochaines élections. Objectif, favoriser l'élection d'un plus grand nombre de femmes. Enfin, le Kenya s'honore de la béatification de sœur Irène, cette religieuse italienne décédée il y a 80 ans. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire de ce pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la Libye où l'immigration clandestine prend de l'ampleur. Les autorités du pays ont arrêté ce samedi à l'aube plus de 600 migrants clandestins d'origine africaine. Ils avaient, selon ces autorités libyennes, l'intention de se diriger vers l'Europe à bord de bateaux. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan a été désigné candidat du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, pour la présidentielle d'octobre prochain. C'était à l'occasion du congrès du 10 parti qui s'est tenu à Abidjan jeudi et vendredi dernier. Les images. Ambiance de fête pour clore en beauté le congrès du Front populaire ivoirien et saluer par la même occasion la désignation du candidat du parti pour la présidentielle d'octobre. Sans surprise, le choix du FPI a été porté à l'unanimité sur Pascal Affi-N'Guessan, seul candidat en lice. Tous les Ivoiriens qui souffrent les affres de la politique actuelle attendent du Front populaire ivoirien un message d'espoir. Je ne peux me dérober. C'est pourquoi j'ai dit oui, je suis d'accord pour être le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Je vous remercie. Visiblement ému, Pascal Affi-N'Guessan s'est engagé à continuer la lutte pour la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu à la CPI d'une part, et de donner une espérance à la Côte d'Ivoire d'autre part. Mon devoir, c'est de tenir le navire. Mon devoir, c'est de donner une chance à la libération de Laurent Gbagbo. Mon devoir, c'est de faire en sorte que tous ces militants qui ont souffert tant de preuves, qui ont tout perdu, trouvent à travers le Front populaire ivoirien une chance de réhabilitation. Les jeux sont ainsi ouverts. Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI à la présidentielle d'octobre, affrontera le chef de l'État sortant Alassane Ouattara, qui fait figure de grand favori. Dans la perspective des prochaines échéances électorales en Centrafrique, près de 50 journalistes participent à une formation. Ils sont appelés à sensibiliser le grand public afin de favoriser l'élection d'un grand nombre de femmes. La formation, qui va durer 2 jours, s'articule autour de 4 modules qui traitent du genre, de la participation politique des femmes, des élections et des techniques de sensibilisation du grand public. Cette session sera l'occasion de mettre nos journalistes en condition afin qu'ils agissent efficacement pour un Centrafrique nouveau à travers leurs différentes prestations pour un vote en faveur des femmes. Les professionnels des médias auront l'occasion de revisiter les principes qui sous-tendent le métier de journaliste pour s'assurer de l'uniformité des connaissances et des acquis. Je suis pour ma part convaincu que la mobilisation sociale autour de la promotion de la participation politique des femmes passe par le renforcement de la communication avec les communautés. La présente session de formation des médias consacrée à la problématique de la sensibilisation du grand public pour favoriser l'élection d'un grand nombre de femmes vient à point nommé au sortir du forum de Bangui qui a fait une large place aux femmes, autant pour les souffrances qu'elles ont endurées que pour l'espoir placé en elles pour la reconstruction de la Centrafrique.
Restons en Centrafrique où l'affaire de viol de mineurs par des soldats français continue de susciter des réactions. Dans certaines rues de Bangui, la capitale, les soldats français sont victimes d'insultes de la part de la population, alors qu'ailleurs, on leur témoigne de la reconnaissance. Mais pour ces soldats, le plus important, c'est d'exécuter leur mission. Violeurs d'enfants, voleurs de diamants, rentrez chez vous. Stoïques, les soldats français de Sangaris essuient les insultes de la foule lors d'une patrouille de plus de 3 heures à travers Bangui. Les accusations de viol sur mineurs par des soldats français durant la crise qui a ravagé la Centrafrique ces 2 dernières années ont fait leur chemin. Nous avons effectivement pu essuyer quelques insultes suite à l'affaire supposée des viols d'enfants, mais ce sont en général dans des quartiers qui ne nous étaient pas naturellement forcément favorables. Maintenant, en contrepartie, nous avons aussi beaucoup de témoignages d'encouragement de la part d'une population qui est reconnaissante et qui sait très bien ce que Sangaris a pu faire à son profit depuis le début de l'opération. Cependant, les avis sont partagés. Dans les quartiers musulmans, le début de l'intervention française en décembre 2013 est ressenti comme le coup d'envoi des violences interreligieuses qui ont fait des milliers de morts. Côté chrétien, on accuse l'ancienne puissance coloniale d'avoir armé l'ex-rébellion Séléka au pouvoir entre mars 2013 et janvier 2014 qui a commis de nombreuses exactions. Néanmoins, les soldats reçoivent également beaucoup d'encouragement de la part d'une certaine population qui est reconnaissante pour ce que Sangaris a pu faire à son profit. Avant, on passait là-bas dans le kilomètre 5, mais vu les dégâts, on ne peut pas passer là-bas. Mais s'ils sont là comme ça, on se sent en sécurité. On se sent à l'aise, c'est bien. Notons que la France, qui a déployé 2000 hommes et contribué à la pacification partielle du pays, se désengage progressivement au profit des forces onusiennes. En Égypte, les chefs d'état-major des pays de la Ligue arabe ont entamé ce samedi leur 2e réunion au Caire. Il s'agit pour eux d'élaborer des propositions sur une future force militaire conjointe destinée à combattre les djihadistes en général et le groupe État islamique en particulier. On se souvient que les chefs d'État de l'organisation pan-arabe avaient annoncé fin mars dernier la création de cette force conjointe. Les États membres de la Ligue arabe avaient alors 4 mois pour s'entendre sur sa composition, son budget et ses règles d'engagement. Des dizaines de milliers de Kenyans se sont mobilisés pour assister ce samedi à la béatification de sœur Irène, cette religieuse italienne décédée au Kenya il y a de cela 80 ans. Une première dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est en proie à des attaques du groupe Chebab ces dernières années. Selon les médias kenyans, la foule se massait déjà aux alentours de l'université où sera célébrée la messe de béatification de ce membre italien des Sœurs de la Consolata, étape clé avant une éventuelle canonisation. Arrivée au Kenya en 1915, elle commença par soigner au Kenya et au Tanganyika voisin les blessés des contingents africains de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Le Kenya était alors une colonie britannique. Le Tanganyika, future Tanzanie, était lui sous domination allemande, mais le théâtre de bataille entre forces ennemies pour le contrôle de l'Afrique de l'Est. Au sortir du premier conflit mondial, Sœur Irène s'était ensuite occupée des populations de la région de Nyeri, à quelques 150 km au nord de Nairobi, en plein pays de l'ethnie Kikuyu, sur les contreforts du mont Kenya. Jouant à la fois les rôles d'infirmière, d'enseignante et d'assistante sociale selon les Sœurs de Consolata, la jeune femme, née en 1891 près de Brescia, dans le nord de l'Italie et morte en 1930 au Kenya, était très respectée de la population locale qui la surnommait Nyata, mère de toute miséricorde en langue Kikuyu. Elle s'est identifiée à ceux qui avaient réellement besoin d'amour et d'attention. Par exemple, les malades, les personnes âgées, les enfants. Même pendant la Première Guerre mondiale, il lui a été demandé d'aller et d'aider les soldats blessés et peut-être ceux qui avaient la malaria. Donc elle s'est identifiée à ceux qui avaient besoin de son amour et attention. Et c'est pourquoi nous disons que c'est quelque chose de spécial. Elle n'a jamais caché sa foi, son amour, son attention, sa compassion. C'est pour cela que les gens autour de Gigonki l'ont appelée Nyata, celle qui était pleine de compassion. Pour sa béatification,
Le Vatican a validé un miracle au Mozambique survenu après sa mort. C'était en 1989. Pendant la guerre civile, des déplacés fuyant les combats s'étaient réfugiés dans une église à Nipepe, dans la région septentrionale du Niassa, et avaient prié en son nom. De l'eau s'était alors mise à couler du bénitier, leur évitant de mourir de soif. À Nyeri, plus d'1 millier de policiers ont été déployés pour assurer la sécurité samedi, selon la presse kenyane. Dimanche, la dépouille de sœur Irène, actuellement enterrée dans une chapelle proche de l'université de Nyeri, doit être transférée dans la cathédrale de la ville. Au Mexique, au moins 43 personnes, dont 42 hommes armés et un policier fédéral, ont été tués vendredi à la base des affrontements dans l'ouest du pays entre forces de l'ordre et narcotrafiquants. Le bilan provisoire est de 42 délinquants présumés et un policier fédéral mort dans des affrontements survenus dans la localité de Tanuato, dans l'état de Michoacán, à environ 500 km de Mexico. Un précédent bilan faisait état de 37 civils armés et de 2 policiers fédéraux tués. Selon le gouverneur du Michoacán, les affrontements ont débuté après que les forces de l'ordre ont essuyé des tirs en provenance d'un véhicule suspect qu'ils avaient arrêté. Les hommes armés se trouvant à bord se sont ensuite retranchés dans un ranch à proximité où ont eu lieu plusieurs échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Vendredi soir, le ranch appelé El Sol est situé à la limite entre les États de Michoacán et de Jalisco, était gardé par 500 militaires et policiers fédéraux. Selon une radio locale, il est très probable que les hommes armés qui ont ouvert le feu fassent partie du cartel de narcotrafiquants Jalisco Nueva Generación, qui est devenu l'ennemi numéro 1 du gouvernement mexicain ces derniers mois. Notons que l'affrontement de vendredi est l'un des pires qu'ait connu le Mexique depuis le lancement fin 2006 par Felipe Calderón d'une vaste offensive militaire contre les cartels. L'État du Michoacán figurait dans la liste des États prioritaires de cette nouvelle stratégie sécuritaire et constitue toujours un défi pour les forces de sécurité mexicaines. Précisons que la ville de Tanuato est aussi proche de la frontière de l'État de Jalisco, où le gouvernement a déployé une opération militaire lourde contre Jalisco Nueva Generación. Plus de 80 000 personnes ont été tuées et 23 000 sont portées disparues depuis le début de l'offensive militaire antidrogue de Felipe Calderón, qui a été poursuivie par son successeur Enrique Peña Nieto, arrivé au pouvoir en 2012. Les négociations en vue du dégel total des rapports entre les États-Unis et Cuba se poursuivent au 3e jour de ces négociations qui se tiennent à Washington aux États-Unis. La secrétaire d'État adjointe pour l'Amérique latine a salué vendredi des discussions extrêmement productives. Suivons ici un extrait de sa déclaration. On the past 2 days, ces 2 derniers jours, nous avons eu des réunions avec la délégation cubaine pour discuter du rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Ces négociations ont été extrêmement productives. Nous allons continuer en ce sens, portés par la conviction que la communication et la non-isolation sont les clés pour avancer. Nous avons réalisé des progrès significatifs ces 5 derniers mois et sommes bien plus proches de rétablir les relations et de rouvrir les ambassades. Ce sont les premiers pas vers un long processus de normalisation qui nous permettra de mieux représenter les intérêts des États-Unis et de mieux communiquer avec le peuple cubain. La réunion s'est déroulée dans un climat de respect et de professionnalisme. Nous avons fait de nouveaux progrès. La délégation cubaine a salué la bonne décision du président Obama de retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous.